Oggi abbiamo il piacere di avere con noi una delle più note antropologhe francesi ed europee, Martine Segalen. Professoressa emerita, Martine Segalen ha insegnato a lungo a Paris-Nanterre e ha diretto la rivista Ethnologie Française. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti e un viaggio rivelatore della sua passione antropologica in Messico, Segalen si è formata in Francia sotto la guida di nomi prestigiosi della storia dell'antropologia come Roger Bastide ed è stata molto influenzata da Jack Goody, grande studioso della parentela. I suoi interessi in effetti si sono diretti fin dalle origini sulla famiglia, sulla parentela, con una ricerca in Bretagna che l'ha indirizzata verso l'antropologia dell'Europa con un confronto costante tra Sud e Nord Europa per quanto riguarda le culture della riproduzione, le forme di famiglia, il matrimonio, la trasformazione dei sistemi di parentela, i riti. Ecco, in italiano ha pubblicato con il Mulino Riti e rituali contemporanei. Questi sono stati i suoi principali campi di interesse. Una curiosità prima di porle alcune domande. Martine Segalen è la nuora di Yvonne Segalen, figlio di Victor Segalen, il medico francese che molti ricorderanno come l'autore delle Isole dei Senza Memoria, dedicato a Tahiti e alla eclissi delle culture polinesiane ed è considerato nella storia della disciplina il primo romanzo etnografico. Professeur Segalen, Oui, avant tout, merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est un grand plaisir, croyez-le. Et alors, ma première question euh, part du thème du festival de cette année, Pistoia Dialoghi sull'uomo, qui se déroulera en septembre. Et le titre sera D'autres horizons, marcher, connaître, découvrir. Je sais que vous êtes une grande passionnée de la marche de montagne, de la course. Et alors, métaphoriquement, qu'est-ce qui nous pousse à toujours marcher plus loin comme société, je veux dire? Et aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, devons-nous nous donner des limites? Alors, c'est vrai que la marche a toujours occupé une grande place dans ma vie. À une époque où je faisais avec mes petits-enfants, mes enfants, des amis, des courses dans les sentiers de grande randonnée, à une époque où ça se pratiquait assez peu. Puis j'ai beaucoup couru. Puis ces dernières années, j'ai eu le plaisir de marcher et d'aller souvent passer la montagne en Italie vers le Val d'Aoste. Et c'est vrai que c'est un peu une métaphore, cette marche des transformations de la société. Et je ne sais pas si nous courons après, mais c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue, nous nous intéressons à ces extraordinaires transformations qui fait que j'ai commencé mes premiers travaux en étudiant les sociétés rurales et leur système d'héritage et que maintenant j'en viens à m'intéresser à des questions en anthropologue, à des questions sociologiques comme les conséquences de la pandémie sur la société française et les jeunes en particulier. Et c'est vrai que la marche, c'est une bonne métaphore en sachant que c'est aussi jalonné d'efforts et de grandes interrogations et finalement de remise en cause de ce qu'est en partie notre discipline et de ce pourquoi elle était faite et ce qu'elle fait maintenant. Et au cours de mon temps de travail qui a été assez long, j'ai pu observer tous ces changements finalement. Merci. On reviendra sur la pandémie, mais je voulais d'abord vous demander quelles sont les études qui vous ont le plus influencé dans votre carrière d'anthropologue et quelles sont les figures d'anthropologues ou de chercheurs qui ont le plus compté dans votre activité de recherche. Alors écoutez, je suis quelqu'un de déformé ou mal formé parce que j'ai été diplômée de l'Institut de sciences politiques en 1960 et j'ai commencé ma carrière comme acheteuse de pullover et d'ailleurs notamment, j'avais
l'occasion d'aller en Italie en 1960 et de visiter des maléficios extraordinaires. Et j'ai découvert, sans le savoir, je m'en suis rendu compte après, ce que c'était que la proto-industrie, avec tous ces gens qui pédalaient à vélo avec des morceaux de pullover et qui arrivaient dans un garage où il y avait la grand-mère qui cousait l'étiquette fait pour les Galeries Lafayette. Et donc, j'ai été ensuite, je suis passée directement de Sciences Po à une thèse avec l'équipe de l'INED. Et donc, mes premiers maîtres ont été un généticien, le docteur Suter, un sociologue extraordinaire qui s'appelle Alain Girard. Ça a été aussi Henri Mindras. Et donc, c'était plutôt... je suis rentrée par l'anthropologie par ce biais-là. Et évidemment, travaillant sur le mariage en milieu rural, j'ai rencontré Lévi-Strauss, un grand maître. Et travaillant sur le terrain, je ne voyais absolument pas comment je pouvais adapter ce que je lisais des structures à ce que je voyais sur le terrain, que je comprenais. Et vraiment, la personne dont j'admire le plus l'œuvre et qui m'a beaucoup, non pas influencé, mais qui m'a beaucoup éclairé, c'est évidemment Jack Goody, qui est devenu un grand ami en même temps au fil des années. Et j'ai trouvé que sa façon, comment dirais-je, non structurale, il faut le dire, la façon dont il faisait jouer l'économie dans la société, comment on pouvait la comprendre, etc., m'a énormément influencé. Et ensuite, je dirais que sans qu'il y ait des grandes figures, ça a été le compagnonnage avec mes collègues comme Georges Augustin, Françoise Donabend, Christian Bromberger, quand j'ai travaillé sur la course à pied, qui a été une espèce de compagnonnage, de construction de mon travail. Et puis après, j'ai eu aussi toute une voie, après que j'ai terminé cette grosse thèse sur la parenté et le mariage dans le pays bigoudin, j'ai eu une orientation en même temps sociologique, tout en continuant à travailler sur des questions anthropologiques, avec le fait qu'Henri Mindras m'ait demandé une sociologie de la famille. Et j'en ai fait 9 éditions, vous voyez. Et donc ça m'a évidemment passionné de jeter un regard d'anthropologue sur la famille contemporaine et de la travailler là aussi à la lueur de ce qu'avait dit Jack Goody, où pour lui le plus grand dommage avait été de séparer parenté et couple, si vous voulez. Et moi, j'ai toujours insisté en travaillant sur la société française pour montrer l'importance des liens intergénérationnels et combien ai-je raison, surtout maintenant, je pense, en temps de pandémie. Voilà, mais j'ai rencontré, pas des grandes figures, mais énormément de figures au cours de mon temps de travail avec lesquelles j'ai pu construire, discuter. Et je veux dire, j'ai une vie très riche, absolument. Parmi les thèmes de votre recherche, il y a le genre, le rapport entre hommes et femmes. De ce point de vue, l'anthropologie a-t-elle changé au cours de votre carrière ou bien elle est encore profondément marquée par la différence et la disparité entre les hommes et les femmes? Alors, mon anthropologie, vous le savez bien, c'est une anthropologie de l'Europe. Et donc, je n'ai jamais fait de terrain en dehors des cultures françaises, où on a bien vu, par exemple, que Annette Weiner était retournée sur les pas de Malinowski et montrait qu'il n'avait pas vu tout un aspect féminin, par exemple, très important de la Kula. Et du côté français, les choses ne sont pas aussi marquées. Évidemment, il n'y a pas eu de retour sur le terrain où un homme aurait vu ceci, une femme aurait vu cela. Il est vrai que sur le terrain, être un homme ou être une femme
présente des avantages différents. Alors, si je prends un cas très concret, quand j'étais sur le terrain en Bretagne, où je suis allée de nombreuses fois, c'était déjà bien que je vienne avec mes filles, parce qu'on se demandait qui était cette jeune femme qui se promenait dans la campagne pour aller parler à tout le monde. On avait même craint un moment que je me présente au conseil municipal. Et ce sont des genres d'anecdotes qui arrivent toujours, évidemment. Et puis, ensuite, encore mieux, quand est venu mon mari et a montré que j'étais une femme comme il le fallait, évidemment, et donc j'étais très acceptée. Et les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé, évidemment, n'impliquaient pas nécessairement quelque chose qui relève de la différence des sexes, parce que travailler sur la transmission, les couples, et d'ailleurs le terrain sur lequel j'ai travaillé est assez bien marqué par une égalité des couples, et puis les femmes sont des entrepreneuses agricoles, etc. Alors, donc, pour moi, ça n'a pas vraiment compté. Par ailleurs, contrairement à ce que vous dites, cher Adriano, je ne pense pas que mon travail ait été marqué par la question du genre telle qu'elle est définie maintenant depuis le début des années 2000. Et je trouve, bien au contraire, que c'est une espèce de mode qui s'est installée. Certes, il faut toujours prendre le point de vue féminin, le point de vue masculin, mais du genre, on est passé à des dérives, à mon avis, que je dénonce d'ailleurs dans le dernier livre que j'ai fait avec Claudine Athias-Donfus, Avoir 20 ans en 2020. On se trouve à l'heure actuelle dans des situations, alors j'ose le dire, peut-être que ça va faire hurler des féministes totalement absurdes avec l'écriture inclusive, les histoires de cisgenres, etc. Et le fameux thème à la mode sur l'intersectionnalité qui, à mon point de vue en tant que sociologue, relève de quelque chose qu'on a toujours fait, c'est-à-dire croiser les variables des uns et des autres. Alors là, il y a une dérive, vu mon âge, que j'assume, qui fait que je trouve que ça n'éclaire pas la situation. Et une fois encore, sur le terrain, tout dépend des thématiques, mais je crois que dans la présentation du terrain, être un homme, être une femme, travailler sur quel sujet, des tas de sujets qui étaient fermés aux hommes et que les femmes ont pu prendre à bras le corps quand on a développé notamment l'anthropologie du corps, l'anthropologie de l'accouchement, grâce auquel on a eu d'excellents travaux à travers toutes sortes de terrains. Mais vous voyez, je ne suis pas une féministe du genre, je suis même... je ne suis pas en guerre contre, mais je sais que c'est un courant qui existe à travers la jeune génération maintenant. Et je vais vous faire remarquer à quel point j'étais décalée. Dans l'ouvrage que j'ai fait avec Claudine Athias-Donfus, on a commencé avec un questionnaire qu'on a passé auprès d'étudiants et on leur demande tout bêtement quel âge ils ont et on leur demande homme ou femme. Et alors là, on a eu des réponses. Comment? Pourquoi est-ce que vous demandez homme ou femme? Il faut demander genre. Vous voyez comme on est démodé? D'accord. Alors, on vient justement à votre dernier livre, Avoir 20 ans en 2020. Hein, et les jeunes sont au centre de ce livre. Et quel environnement nous leur laissons un héritage? Pourront-ils corriger les distorsions de l'Anthropocène? Et est-ce que c'est de la part des jeunes que nous pouvons nous attendre une révolution par rapport à l'environnement? Alors, je voudrais dire aussi qu'on a commencé à écrire ce livre, bon, maintenant il y a plus de 2 ans, et que le livre est sorti juste avant. Non, 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 le livre a été publié et la pandémie est arrivée. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu depuis n'a été que renforcé par les analyses que nous avions faites. Alors, ce qu'on a montré dans ce livre, c'est que, un,
Alors, c'est toujours cette question des liens intergénérationnels. C'est l'énorme différence entre les jeunes qui peuvent être soutenus par leur famille et ceux qui ne le peuvent pas, qu'il s'agisse aussi bien des jeunes sans emploi que des jeunes étudiants, puisque vous savez qu'on a vu cette année des jeunes étudiants aller faire la queue pour, pour pouvoir se nourrir. Et donc là, on a vu cette énorme différence et au contraire la grande importance des liens intergénérationnels. Mais par ailleurs, on a parlé de génération désenchaînée parce que c'est une génération qui est née avec Internet dans la main, une génération qui est horizontale, une génération qui considère, et a raison, que les savoirs que nous avions non plus, ne sont plus valables maintenant. Une génération qui nous en veut, pas individuellement, mais à nous les vieux, de leur laisser une planète très abîmée et qui, à l'intérieur de chaque famille, on peut dire maintenant qu'il y a une Greta Thunberg, parce qu'à l'intérieur de chaque famille, entre grands-parents qu'on appelle les hockey boomers, vous savez, et on les renvoie dans leur but comme ça, et les petits-enfants, il y a toujours, et je le vois dans ma propre famille et autour de moi, quelqu'un qui est végane, quelqu'un qui est engagé pour le climat. Et c'est bien de ces jeunes qu'on ne peut attendre qu'une résurrection. Et ils ont d'autant plus de mérite après cette pandémie interminable qui leur a fait subir des cours derrière leur écran. Et une fois encore, quand ils n'avaient pas de famille pour les soutenir, dans des conditions très difficiles. Donc moi, j'ai en fait une grande confiance dans cette génération et je pense qu'ils vont, c'est eux, sans eux et sans leur énergie, on s'en sortira pas. Ceci dit, quand au jour d'aujourd'hui, je vois ce qu'est la politique française une politique, on se croirait encore en troisième, voire en quatrième République, c'est désespérant. Voilà. Alors, il ne faut pas s'étonner. Les jeunes ont d'autres moyens politiques de s'exprimer à travers les réseaux sociaux et d'une manière et d'une autre, c'est eux qui vont prendre le pouvoir, je pense, assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour attendre, vous voyez. Donc, je leur demande pardon et d'avoir été de cette génération qui a eu la chance de profiter des 30 glorieuses, d'emplois relativement faciles, alors que pour eux, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Mais peut-être que maintenant, le saut après la pandémie va permettre à l'économie de rebondir et à eux de faire leur chemin et de réparer l'anthropocène, comme vous dites, vous voyez. Vous avez parlé plusieurs fois dans cet entretien de la famille et d'ailleurs vous êtes parmi les plus importantes étudiantes de la famille en Europe et de ses transformations surtout. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que la pandémie a changé la vie familiale et quel rôle a eu la famille dans cette longue pandémie? Alors, est-ce qu'elle aurait pu changer en bien la famille au niveau, par exemple, de la distribution des rôles masculins-féminins, quand on nous parle du genre et du gender? Malheureusement, on a bien vu que les femmes faisaient non plus double mais triple travail parce que non seulement elles travaillaient, il fallait qu'elles fassent l'école pour les enfants, il fallait qu'elles fassent les courses et la cuisine. Et on sait que dans les milieux les plus fragiles, il y a eu une augmentation des violences conjugales très importante parce que tout dépend des milieux. Quand on est à 4 ou 5 dans un petit appartement ou au contraire dans un endroit spacieux. Quand il s'agissait que monsieur et madame travaillent
sur leur écran, c'était monsieur qui avait le bureau et madame, elle était dans la cuisine tout en surveillant les enfants. Donc de ce côté-là, les caractéristiques traditionnelles de la famille ont plutôt été renforcées dans le mauvais sens. En revanche, elle a vraiment révélé, si vous voulez, les sociologues des années 1980-90 s'étaient penchés surtout sur les transformations de la famille les unes après les autres. On divorce, on recompose la famille, qu'est-ce que c'est? Il y a des familles monoparentales, qu'est-ce que c'est? Puis des familles homoparentales, c'est encore tout un autre sujet, qu'est-ce que c'est? Mais ils avaient complètement laissé de côté, une fois encore je reviens à Jack Goody, l'importance des liens intergénérationnels. Et là, on a vu combien à la fois les petits-enfants et les grands-parents, dans les conditions les plus dures de la pandémie, souffraient de ne pas se voir, de ne pas pouvoir échanger. Et puis ensuite, sur le plan économique, évidemment. Claudine Athias-Donfus avait fait il y a des années une grande enquête qui montrait combien l'argent public, puisque la France est un pays généreux pour les retraites, comme vous le savez, cet argent public était en fait redistribué à l'intérieur du circuit familial et généralement aux petits-enfants. Et ça, c'est ce qui a fait toute la différence dans nos familles en France, puisque de même que j'ai parlé de la jeunesse, mais il y a énormément de jeunesse différente en France, de même, beaucoup plus que le genre, il me semble que les conditions socio-économiques des familles sont exactement ça qui fait la différence. Donc, je pense qu'il y a une espèce de redécouverte dans les journaux, parce que c'est toujours une redécouverte, parce que ça a existé, une redécouverte que la famille, une institution complètement changeante, où maintenant, non seulement les gens se marient plus, 60% des enfants sont nés au mariage, où les grands-parents, les parents ne peuvent qu'accepter avec plaisir toutes ces grandes transformations familiales. Et donc, une famille complètement différente de celle du général de Gaulle. Hein. Eh bien, cette famille, en tant qu'institution toujours renouvelée, elle est vraiment un des... Bon, c'est idiot d'employer ce mot, un pilier de la société, mais s'il n'y a pas de famille, ça serait vraiment beaucoup plus grave encore, à mon sens. Ma toute dernière question, et ça nous ramène encore sur la pandémie. Et quelle réflexion vous a inspiré cette longue pause de suspension, on va dire, créée par les virus? Nous serons différentes après la pandémie ou bien la société reprendra vite son aspect d'avant? Bon, il y a une partie très personnelle dans ce que je vais vous dire. J'ai été malade il y a un an. À chaque fois que j'ai été opérée, il y a eu un confinement. Donc, en ce qui me concerne, je suis confinée déjà. Mais là, je sais simplement par mes amis que hier était le premier jour d'ouverture où tous les restaurants maintenant peuvent mettre leurs tables dehors. Et je crois qu'il faisait un temps épouvantable à Paris, mais les gens dînaient dehors jusqu'à 9 heures du soir seulement, sous la pluie. Et je crois que ça aussi, dans le tableau qu'on peut faire de la jeunesse, ce qui leur a énormément manqué aux jeunes, c'est cette sociabilité où ils sont à l'âge, où ils rencontrent leurs copains, leurs copines, où ils vont à l'université et ils s'ouvrent sur d'autres gens, d'autres cultures. Et ça, en dehors de tout ce qui est économique, ils en ont énormément souffert. Et, ben, on va voir si le taux de fécondité augmente, ou en tout cas peut-être le nombre de mariages ou de Pax recommence. Et puis, évidemment, il y a tous ces courants sur la décroissance. Et je crois qu'au point de vue économique, ce à quoi les jeunes aspirent
massivement, c'est d'avoir un emploi qui soit plus ou moins en relation avec leur diplôme et qui leur permette justement de s'installer indépendamment. Bon, par ailleurs, je ne suis pas économiste, mais je pense que on va tout de même, la société a été assez secouée pour en garder la mémoire. Et quand nous avons écrit le livre avec Claudine, on se demandait s'il fallait donner un nom à cette génération, et ça sera vraiment la génération pandémie, et eux, dans 30 ans et 40 ans, ils pourront faire le bilan de ce que ça a été, mais ça a quand même été une brisure très importante dans leur vie, je pense. Merci, Martine Segalen, du temps que vous avez dédié. Mais c'était un très grand plaisir pour moi, je peux vous le dire, à tout point de vue. Et bon, il est probablement pas possible que je vienne assister à votre séminaire, mais à votre présentation, mais j'espère que je pourrai le voir. Maintenant qu'on est tous branchés en visio, je vais continuer à vivre en visio et suivre tout ce que vous faites. J'admire beaucoup les anthropologues italiens. J'aurais dû dire aussi, si j'ai une minute encore, Bien sûr. en fait, moi j'ai été formée, j'ai une formation vraiment déformée, hein. J'ai été formée avec le Musée des Arts et Traditions Populaires, puisque j'étais chercheur au CNRS, dans ce beau musée que l'État français s'est débrouillé pour massacrer et faire partir à Marseille avec toutes ses collections. Enfin, une de ces aberrations économico-politiques dont la France a le secret. Et donc, j'ai aussi beaucoup lu Ernesto Di Martino et divers anthropologues italiens et ce qu'on racontait sur la danse de la tarentule. Et, et j'ai vu aussi beaucoup de beaux petits musées à droite et à gauche en Italie. Et aussi, quand vous me demandez le nom d'anthropologues qui m'ont marqué, ça ne dira plus rien aux jeunes, mais c'est tous ceux qui travaillaient sur la culture matérielle euh, de façon. Alors, on appelait ça du folklore parce que c'est moins chic que de faire de la parenté. Hein. Quand moi je suis arrivée en 70, c'était parenté, pas question de venir proposer au CNRS un sujet sur les charrettes à 4 roues. Hein. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour toute cette génération qui a fondé le Musée des Arts et Traditions Populaires, André-Georges Audricourt, Marielle Brune de Lamarck, qui a été mon mentor, Charles Parrain, André Leroy-Gourand, etc. Et c'est eux que j'ai finalement plus lu que, j'ose l'avouer, Lévi-Strauss peut-être, parce que cette démarche structuraliste, pour moi, je ne voyais absolument pas ce qu'elle avait à faire avec mes petits Bretons sur le terrain qui se battaient à chaque génération pour essayer de conserver la propriété, etc. Donc ça a été aussi, vous voyez, quand je vous dis que je suis déformée, j'ai navigué entre plusieurs espaces intellectuels, ce qui fait que aussi, du coup, j'ai eu beaucoup d'intérêt en travaillant sur la famille pour tout ce qui concerne la culture matérielle de la famille. Alors, pas dans les sociétés traditionnelles, mais dans nos sociétés. J'avais fait un travail, par exemple, assez bizarre sur le Salon des arts ménagers, vous savez, qui était un grand salon des années 1950 où on apprenait, où on donnait à la ménagère la possibilité d'avoir des appareils ménagers et soulager sa vie domestique. Donc, vous voyez, j'ai fait des travaux un peu comme ça, les rites, la course à pied, enfin, j'ai un peu navigué entre plusieurs horizons. Merci. Merci. Oui.